Salut tout le monde, ravi de vous retrouver mes chers élèves de la deuxième année du bac, option SVT ou physique-chimie, dans cette dernière partie du deuxième chapitre sur le muscle strié. On va le consacrer à l'étude de la structure et l'ultrastructure du muscle squelettique strié. On commence par la structure de ce muscle. Donc regardez à partir de ce schéma explicatif, il va nous montrer l'organisation d'un muscle strié. On prend l'exemple ici d'un muscle au niveau du bras, par exemple le biceps. C'est un muscle squelettique strié qui est lié aux os par deux tendons. Regardez, il est formé à l'intérieur par plusieurs faisceaux de fibres musculaires. Et si je prends une fibre musculaire, vous voyez, il s'agit donc d'une cellule musculaire formée d'un cytoplasme, qu'on appelle pour la cellule musculaire un sarcoplasme, et plusieurs noyaux qui se trouvent à la périphérie. Et à l'intérieur de cette fibre musculaire, on trouve des structures appelées les myofibrilles, plusieurs myofibrilles. On va essayer d'observer la structure du muscle strié squelettique. Donc, l'observation au microscope, il montre que le muscle est constitué par plusieurs fibres musculaires, comme j'ai déjà dit, ce sont donc des cellules musculaires, ce sont des cellules très allongées, de longueur estimée à quelques centimètres, avec un sarcoplasme, c'est-à-dire le cytoplasme, contenant plusieurs noyaux, donc la cellule musculaire ou la fibre musculaire. C'est une cellule plurinucléée contenant à l'intérieur plusieurs myofibrilles. Ici, le schéma explicatif d'une fibre musculaire, c'est-à-dire une cellule musculaire, qu'on voyait les noyaux, plusieurs noyaux, et à l'intérieur, il y a plusieurs myofibrilles. Le cytoplasme, appelé le sarcoplasme, et la membrane plasmique ou cytoplasmique, appelée sarcolème, pour cette cellule musculaire. On passe maintenant à l'ultrastructure, c'est-à-dire l'observation de plus de détails par le microscope électronique. Observation microscopique, il montre les myofibrilles. Par exemple, la figure 2, on fait des coupes transversales dans des niveaux différents au niveau de la myofibrille. Observation jusqu'à un grossissement de 15 000. Regardez par exemple au niveau de la zone A, c'est une zone qui est claire. On peut trouver uniquement des points parce que c'est une coupe transversale, c'est-à-dire contient des fibres d'actine. Au niveau de la zone, cette zone on a fait, c'était au niveau de B. Il s'agit d'une zone sombre, là où il y a l'association de deux types de filaments, de l'actine et de myosine. Par contre, au niveau de la zone C, il y a uniquement les fibres de myosine. Pour plus de détails, lorsqu'on fait une coupe au niveau d'une fibre musculaire, comme j'ai déjà dit, il y a un sarcolème A. 2, ce sont des noyaux qui sont plusieurs au niveau de la périphérie de la cellule. 3 sont des myofibrilles, plusieurs myofibrilles. 4, c'est un réticulum sarcoplasmique qui est très riche en ion calcium. 5, des tubules transverses. 6, c'est la strie Z, qu'on voyait ici. 7, c'est le sarcomère, c'est l'unité fonctionnelle d'une myofibrille et structurale aussi. En rouge, vous voyez ici la myosine, c'est une protéine, c'est un filament de myosine. En bleu, ce sont des filaments d'actine. Donc, on va prendre les détails d'un seul sarcomère, c'est-à-dire une partie de myofibrille. Le sarcomère, il est limité par deux zones appelées les stries Z. À l'intérieur, vous avez la zone H, la bande claire I, qui contient uniquement des fibres d'actine. La bande A,
c'est la bande sombre, on trouve des filaments d'actine et de myosine. Et entre, vous voyez par exemple la bande I, il prend une partie du sarcomère et de l'autre sarcomère. Donc la myofibrile, elle est formée par une succession de sarcomères. Vous voyez, c'est l'unité structurale. Et chaque sarcomère, il est limité par deux stries Z contenant une bande claire formée uniquement de filaments d'actine, comme vous voyez ici, d'une bande sombre formée de deux filaments d'actine et de myosine. À l'intérieur, vous avez la zone H formée uniquement de myosine. On passe maintenant à la structure moléculaire des myofilaments, sachant que ces deux myofilaments, c'est l'actine et le filament fin. La myosine, c'est le filament épais. Dans ce schéma qui montre une myofibrile, on a déjà dit que la myofibrile est formée par plusieurs sarcomères, une succession de sarcomères. Elle est limitée par deux disques ou deux stries Z, vous voyez 1 et 2. À l'intérieur, il y a une bande sombre, ici une bande claire qui prend une partie du sarcomère 1 et de l'autre sarcomère. Les filaments de myosine qu'on voyait ici sont épais. Par contre, les filaments d'actine sont des filaments qui sont fins. On va passer maintenant à la structure moléculaire des myofilaments, c'est-à-dire la myosine et l'actine. L'observation montre que la myosine, c'est une molécule protéique. Donc, myofilament épais, c'est un faisceau d'environ 200 molécules de myosine. Chaque molécule elle est formée d'une tige, on dit parfois la queue, et d'une tête formée de deux globules. Pour le myofilament d'actine, vous voyez ici, elle est formée par trois protéines différentes. Le myofilament est constitué par trois protéines. L'actine, le constituant principal, c'est une protéine globuleuse formée de plusieurs globules, vous voyez ici, avec des sites de fixation de myosine, qu'on va voir après. La troponine, c'est une protéine globuleuse, vous voyez ici en bleu. Et la tropomyosine, c'est une protéine qui est fibreuse, que vous voyez ici en noir. Donc la différence entre la myosine et le filament d'actine, de point de vue structure moléculaire, ici la myosine, c'est une protéine, c'est un filament qui est épais. Il est constitué de plusieurs faisceaux d'environ 200 molécules et ces molécules contiennent deux têtes avec une tige. Donc il y a une succession de molécules. Par contre, le filament d'actine, il est formé par trois types de protéines. L'actine constituant principal, la tropomyosine et la troponine. On passe maintenant au mécanisme de la contraction musculaire. Comment se fait la contraction musculaire? L'observation va essayer de comparer deux sarcomères pendant le relâchement et la contraction. On va essayer de faire un schéma explicatif pour chaque situation. Le sarcomère relâché, vous voyez, on a déjà dit que le sarcomère il est limité par deux stries Z. Donc, on va essayer de faire une comparaison du sarcomère relâché et du sarcomère qui est contracté. Donc, vous allez observer que la taille, la longueur du sarcomère, donc, elle est raccourcie. Par contre, aussi la partie I, la bande I, il y a un raccourcissement de la bande I. La bande H aussi, entre le relâchement et la contraction, il y a un raccourcissement. Par contre, la bande où il y a uniquement myosine, c'est la bande A, la bande sombre, elle est stable, donc elle ne change pas de taille. Et aussi, les filaments ne peuvent pas changer de taille.
Donc, lors d'une contraction, qu'est-ce qu'on constate? Un raccourcissement des sarcomères. Vous voyez ici. Il y a un rapprochement des deux stries Z. Une réduction de la bande claire. Vous la voyez ici. Et de la bande H aussi. Par contre, la bande A, sa longueur reste stable. Et aussi la stabilité pour les filaments d'actine et de myosine. Deuxièmement, on va essayer de chercher les conditions de la contraction musculaire, aussi les exigences à partir de l'analyse, de l'exploitation des données expérimentales. Pour préciser les conditions de la contraction musculaire, on a réalisé l'expérience suivante. On a pris des filaments isolés, on a placé dans des liquides qui sont riches en ATP et en Ca2+, les ions calcium. En addition, au milieu, le salergan, c'est un poison qui bloque l'hydrolyse de l'ATP, puis un chélateur, une substance qui fixe les ions Ca2+, et inhibe leur activité. On essaie de mesurer la tension de la myofibrie. Vous avez donc les résultats sous forme de 3 figures. La première figure, c'est l'expérience témoin. On a essayé de faire une excitation à une cellule, plutôt un myofilament isolé. Après l'excitation, il y a la libération de Ca2+, en fonction du temps que vous voyez. Et puis, il y a la tension de la myofibrie. Donc, de point de vue chronologique, vous voyez que l'excitation induit la libération des Ca2+, et les Ca2+ sont responsables de la tension de la myofibrie. Deuxième figure, on a essayé d'additionner le Ca2+ plus l'ATP dans le myofilament isolé. Vous voyez, il y a une contraction, une augmentation de la tension, c'est-à-dire la contraction de la myofibrie. Lorsqu'on a ajouté le poison qui bloque l'hydrolyse de l'ATP, le salergan, il y a une diminution rapide de la tension, c'est-à-dire qu'il bloque la contraction de myofilament. La troisième expérience, on a essayé, après l'ajout de Ca2+, plus l'ATP, il y a une augmentation de la tension de la myofibrie, c'est-à-dire une contraction. Mais une fois on a additionné le chélateur, vous voyez qu'il y a un arrêt de contraction et une diminution de la tension de myofibrie, sachant que le chélateur bloque l'activité de Ca2+. Mais une fois on ajoute le Ca2+, l'ATP, on remarque une augmentation de la tension de myofibrie à nouveau. Donc, regardez l'analyse et puis la déduction à partir de chaque expérience. Au repos, la concentration de Ca2+, elle est basse, comme vous voyez ici. Après l'excitation, lorsqu'on a fait une excitation, on constate une augmentation de la concentration de Ca2+ qui sont libérés, suivie d'une tension de la myofibrie. Donc, le potentiel d'action au niveau de la cellule musculaire, elle active la libération de Ca2+, qui se trouve à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique, et ces ions sont responsables de la contraction de la myofibrie, c'est-à-dire que la contraction nécessite la libération de Ca2+. La deuxième expérience en présence de Ca2+, et de l'ATP, c'est-à-dire les conditions pour la contraction, on observe une contraction de la myofibrie, mais une fois on a ajouté le salergan, l'inhibiteur de l'hydrolyse d'ATP, on constate qu'il y a une diminution de la tension de la myofibrie rapidement, c'est-à-dire que la contraction de la myofibrie nécessite l'hydrolyse de l'ATP. La deuxième condition, lorsqu'on a utilisé le chélateur, donc après l'addition du chélateur qui bloque l'activité de Ca2+, même en présence d'ATP, la tension de la myofibrie va diminuer, donc un arrêt de contraction. La déduction, c'est que la contraction musculaire nécessite aussi le Ca2+. Donc, la déduction générale à partir de ces expériences, les conditions de la contraction
de la myofébrie, il exige la présence de CA2+ et de l'ATP. Donc, deux conditions nécessaires pour la contraction musculaire. La conclusion, la contraction musculaire nécessite la libération des ions calcium à partir du réticulum sarcoplasmique après une stimulation et la formation d'un potentiel d'action au niveau du sarcolème. Et puis, une autre condition, c'est l'hydrolyse de l'ATP, sachant que l'ATP, c'est la source de l'énergie pour la contraction musculaire. On va passer maintenant à déterminer le rôle des ions du calcium dans la contraction musculaire, c'est-à-dire comment le CA2+ intervient pour assurer une contraction musculaire. On va essayer de comparer deux cas. En absence des ions CA2+, regardez ce qui se passe. Donc ici, on montre le filament d'actine. On sait déjà que l'actine, on a dit qu'il est formé par 3 protéines, l'actine, vous voyez ici, la troponine et tropomyosine se forment de filaments. Donc au repos, la tropomyosine, vous voyez ici, il cache les sites, parce que si vous avez des sites de fixation de la myosine, alors ils sont cachés par la tropomyosine pendant le repos. Lorsqu'il y a le CA2+ libéré par le réticulum sarcoplasmique après une excitation, les CA2+, les ions se fixent sur la troponine, qu'on voit ici, et elles font éloigner, décaler la tropomyosine de ces sites de fixation. Donc les sites, ils sont maintenant libérés pour qu'il y ait une fixation de la myosine, de tête de myosine, sur chaque site de fixation. Donc, la différence entre la présence et l'absence du calcium. En absence de calcium, la tropomyosine cache les sites de fixation de la myosine. En présence de CA2+, elle est fixée sur la troponine qui éloigne la tropomyosine de ces sites de l'actine qui seront actifs, c'est-à-dire qui peuvent recevoir ces têtes de myosine. Et dans chaque tête de myosine, vous voyez, il y a de l'énergie, sachant que la tête de myosine est responsable de l'hydrolyse de l'ATP en ADP plus PI, et puis il y a ici une énergie. Donc le rôle du calcium, c'est de libérer les sites de fixation qui se trouvent sur l'actine pour qu'il y ait une fixation des têtes de myosine. Les étapes de la contraction, on va essayer de faire un schéma qui montre les étapes. On commence par la première étape. En cas de repos, la tête de myosine, elle est non attachée à l'actine, contient l'ADP, PI, plus de l'énergie qu'on voyait ici. Sachant que ici, les sites, ils sont cachés, parce qu'il n'y a pas de calcium, ils sont cachés par la tropomyosine, les sites de fixation que vous voyez ici, qui sont sombres, de l'actine. Lorsqu'il y a une stimulation de la cellule musculaire, il y a une libération de CA2+ à partir du réticulum sarcoplasmique. Les CA2+ vont se fixer sur la troponine qu'on voyait. Il y aura une liaison de CA2+ à la troponine, et puis la troponine va donc tirer la tropomyosine pour qu'il y ait l'apparition des sites de fixation de la myosine. Donc vous voyez ici, il y a la fixation des têtes de myosine dans son site sur l'actine. Donc deuxièmement, éloignement de la tropomyosine. Elle est éloignée par la troponine qui fixe le CA2+. Troisième étape, il y a un pivotement, vous voyez, 3. Pivotement, regardez, la tête de myosine, il va pivoter. Donc il y a la libération de cette énergie qui est responsable de pivoter à partir d'un angle droit vers un angle de 45 degrés. Donc il va tirer
le filament d'actine pour qu'il y ait un mouvement. Donc le glissement de filament d'actine grâce aux têtes de myosine qui sont fixées et qui utilisent l'énergie de l'ATP. Donc ensuite, lorsqu'il y a un glissement, c'est-à-dire mouvement, contraction, il y aura une fixation d'une autre molécule d'ATP. Lors de la fixation de molécules d'ATP sur la tête de myosine, sachant que sur la tête de myosine, il y a une enzyme responsable de l'hydrolyse de l'ATP, il y a un détachement, donc la fixation de la molécule d'ATP entraîne un détachement de la tête de myosine de son site, vous voyez ici, et puis il y a la libération des CA2+, qui vont retourner dans le réticulum sarcoplasmique par un pompage qui peut consommer de l'ATP. Donc lorsqu'il y a pompage des CA2+, la tropomyosine, il va retourner à son état initial pour cacher les sites de fixation de la myosine. Ensuite, lorsqu'il y a une excitation, il y aura la libération de CA2+, et puis on aura de nouveau une contraction. Donc vous voyez à partir de ce schéma, la contraction musculaire nécessite le CA2+ qui se fixe sur la troponine pour libérer le site de fixation de tête de myosine. Une fois ils sont fixés, il y a l'utilisation de l'énergie pour faire un pivotement de 45 degrés. Ce pivotement est responsable donc de glissement des filaments d'actine. Après le glissement, c'est-à-dire la contraction, il y aura la fixation d'une autre molécule d'ATP qui va essayer de retourner la tête de myosine dans son état initial, et puis il y a un détachement qu'on voyait ici, c'est-à-dire relâchement, et puis le repos. On passe maintenant à la régénération de l'ATP au cours de la contraction musculaire, sachant que pendant la contraction musculaire, on a déjà dit que le muscle nécessite une énergie extraite de l'ATP. On va essayer de faire des observations. Dans un muscle frais, la réserve en ATP est environ 4 à 6 millimoles par kilogramme, ce qui correspond à une quantité d'énergie égale à 0,17 jusqu'à 0,25 kJ. On évalue les dépenses énergétiques de l'organisme au cours de quelques exercices musculaires. Les résultats sont présentés par le tableau ci-dessous. Le type d'exercice, par exemple, la course de 100 mètres, la quantité d'énergie dépensée en kJ par kilogramme de muscle, 4,4. Une minute de marche, on dépense 0,31 kJ. Donc, en exploitant les données de la figure, vous voyez ici, montrer la nécessité d'un renouvellement de l'ATP lors de la contraction musculaire. Donc, à partir des données que vous avez ici, on a dit que les réserves d'ATP, c'est 4 jusqu'à 6 millimoles, ce qui correspond à une quantité d'énergie. Et puis, lorsqu'on essaye de faire des exercices musculaires, vous voyez la quantité consommée, c'est 4,4. C'est-à-dire que la quantité d'énergie consommée, elle est supérieure aux réserves, sachant que dans le muscle, il y a des réserves d'ATP, mais les dépenses énergétiques dépassent les réserves, donc il y a une nécessité d'un renouvellement d'ATP. Donc ici, on observe que les réserves des cellules musculaires en ATP sont très faibles, vous voyez, par rapport aux besoins énergétiques. Les besoins énergétiques du muscle pendant l'activité dépassent ses réserves, qu'on voyait par exemple 4,4 alors que les réserves c'est 4 jusqu'à 6. Donc le muscle nécessite une régénération importante de l'ATP. Comment peut se faire la régénération de l'ATP dans le muscle? On va essayer de faire l'analyse des données expérimentales pour montrer les voies de régénération de cet ATP au niveau des cellules musculaires. Donc, à partir de ces données, 3 expériences ABC sont réalisées sur des muscles de grenouille. À chaque expérience, le muscle est soumis à des stimulations électriques intenses. Donc, toujours la contraction musculaire se fait après la stimulation, à une fréquence élevée, ce qui provoque la contraction.
la durée des excitations est la même d'une expérience à l'autre. Donc, la durée et l'intensité, c'est la même. Donc, on a deux états. A, muscle n'ayant subi aucun traitement. Pour B, le muscle a été traité par une substance bloquant la glycolyse. Pour C, le muscle est traité de façon à bloquer la glycolyse. Il y a aussi l'utilisation de la phosphocréatine, qui est un composé phosphaté riche en énergie et qui est présent en abondance dans le muscle. Donc, on va essayer de faire l'analyse de ces données du tableau. Avant la contraction, vous voyez que la quantité de glycogène, c'est 1,08. On commence par l'expérience 1. Les résultats de l'expérience A par rapport avant la contraction. Donc, regardez qu'il y a une diminution de glycogène de 1,08 jusqu'à 0,8. Il y a une augmentation de la production d'acide lactique de 0,30. Pour l'ATP, regardez, il y a une stabilité de la quantité d'ATP et aussi une stabilité de la phosphocréatine. Par contre, pour l'expérience B, il y a une stabilité, après la contraction, il y a une stabilité de glycogène, c'est-à-dire le glycogène n'est pas consommé. Aussi, la production de l'acide lactique elle est stable. L'ATP aussi, mais il y a une diminution de la quantité de phosphocréatine, c'est-à-dire que cette phosphocréatine a été utilisée comme source de production d'énergie. Par contre, dans l'expérience A, la source d'énergie, le substrat, c'est le glycogène. Et puis, il y a une production d'acide lactique. Pour l'expérience C, regardez si je compare la contraction, après la contraction, avant la contraction, vous voyez que le glycogène, la quantité elle est stable, donc n'est pas utilisée. Production d'acide lactique n'est pas produit, elle est stable. L'ATP diminue, donc il n'y a pas de régénération d'ATP dans ce cas. La phosphocréatine aussi, donc il n'est pas utilisée. Alors, pour l'expérience A, après la contraction, le taux de glycogène diminue, comme vous voyez, celui de l'acide lactique augmente, mais le taux d'ATP, elle reste constant et aussi la quantité de phosphocréatine. Ça, c'est pour l'expérience A. Donc, la déduction, l'ATP est constamment renouvelée par la fermentation lactique. Pourquoi? Parce qu'il y a une production de l'acide lactique. Et le glucose, qui est le substrat, qui est l'origine de cette énergie, il provient de l'hydrolyse de glycogène, qu'on voit ici, de 1,08 jusqu'à 0,8. L'expérience B, c'est-à-dire lorsqu'on a utilisé un muscle traité par une substance bloquant la glycolyse, donc il n'y a pas de glycolyse. Regardez, après la contraction, seul le taux de phosphocréatine a diminué, c'est-à-dire le glucose n'est pas utilisé, mais regardez, il y a la diminution de la phosphocréatine, c'est-à-dire que c'est la phosphocréatine qui est utilisée pour la production de l'ATP. Donc, après la contraction, seul le taux de phosphocréatine a diminué. Donc, la régénération de l'ATP dans ce cas se fait à partir de la dégradation de la phosphocréatine. Pour l'expérience C, après la contraction, regardez, il y a la stabilité de glycogène, parce que si les conditions pour le muscle cassé, elle est traitée de façon à bloquer la glycolyse et aussi l'utilisation de la phosphocréatine. Donc, puisqu'on a bloqué la glycolyse, donc le taux de glycogène reste stable. Production d'acide lactique aussi reste stable. Par contre, il y a une diminution jusqu'à l'épuisement total des réserves de l'ATP, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régénération. Aussi, la phosphocréatine n'est pas utilisée, donc elle est stable. L'expérience C, après la contraction, seul le taux d'ATP qui a diminué jusqu'à l'épuisement total du stock. Donc l'ATP n'a pas été renouvelé pendant, c'est-à-dire l'expérience C. La conclusion, c'est que pendant l'effort physique, les cellules musculaires consomment plus d'ATP qu'ils doivent régénérer selon les voies métaboliques suivantes. La première voie, ce sont des voies anaérobie immédiates, c'est-à-dire anaérobie alactique. Dans ce cas, il n'y a pas de présence d'oxygène, c'est une voie anaérobie
alactique, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas l'acide lactique, c'est-à-dire on n'utilise pas la fermentation lactique. Pendant les premières minutes de l'effort, la régénération de l'ATP utilisée se fait sans dioxygène et sans production d'acide lactique. Donc il s'agit d'une voie anaérobie aussi alactique. Dans cette voie, on utilise la phosphocréatine, sont des protéines qu'on trouve au niveau des cellules musculaires. Vous voyez donc la phosphocréatine plus l'ADP par l'action d'une enzyme créatine kinase. Le phosphore, groupement phosphate de la phosphocréatine, elle est donc ajoutée à l'ADP pour former l'ATP. Donc c'est la voie régénératrice de l'ATP par la phosphocréatine. La deuxième voie aussi où on n'utilise pas l'acide lactique, la fermentation, grâce à une enzyme qui est spécifique dans le muscle, appelée la myokinase, l'ADP, donc deux molécules d'ADP, échangent le phosphore pour avoir ATP plus l'AMP, c'est-à-dire l'adénosine monophosphate. Donc, regardez, pour les deux voies qui sont utilisées, sont des voies anaérobies et qui sont des voies aussi qui sont alactiques, c'est-à-dire on utilise la phosphocréatine et la voie de l'ADP. La deuxième voie anaérobie, moyenne vitesse, c'est-à-dire la voie d'utilisation de la fermentation lactique, lorsque la demande en ATP dépasse la possibilité de voie immédiate, sachant que les voies immédiates, on utilise l'anaérobie alactique, on fait recours à la voie anaérobie lactique, c'est-à-dire la fermentation lactique qui dégrade le glucose provenant de l'hydrolyse de glycogène selon deux réactions. On commence par le glycogène qui se transforme par l'hydrolyse en plusieurs molécules de glucose et le glucose par la glycolyse et la fermentation lactique, il va donner deux acides lactiques plus deux ATP, c'est-à-dire la fermentation lactique. Et puis la troisième voie, c'est la voie aérobie lente, c'est-à-dire qui se fait en présence de dioxygène, ce qu'on appelle la respiration cellulaire, sachant que cette voie, elle produit plus d'énergie et cette voie se fait pendant les contractions qui sont prolongées. L'oxygénation des muscles s'accroît par l'augmentation du débit sanguin, assurée par le cœur pour faire intervenir la voie de la respiration cellulaire qui produit une grande quantité d'ATP. C'est-à-dire que cette voie, elle arrive dans le temps lorsqu'il y a des contractions qui sont prolongées et il produit plus d'énergie parce qu'on a déjà parlé de la respiration cellulaire, que c'est une voie qui produit plus d'énergie. Regardez, il y a la production de 38 ATP à partir d'une molécule de glucose. Maintenant, on va chercher la relation entre le métabolisme énergétique, l'intensité, la durée des efforts musculaires, à partir de l'analyse de ces documents. Donc, le muscle est constitué de deux types de fibres, 1 et 2, et sont caractérisés par des caractéristiques différentes. Le type de fibre 1, ils sont bien oxygénés, riches en mitochondries, et utilisent la voie aérobie, la respiration cellulaire. Par contre, le type 2, il utilise surtout la voie anaérobie, c'est-à-dire moins pour la production d'ATP. Donc ici, vous voyez, selon le type d'effort physique, selon les sportifs, on peut trouver donc l'abondance d'un type par rapport à l'autre. Regardez ici, pour la figure 1, on a deux types de fibres musculaires. Le premier type, il a une coloration rouge, le deuxième blanc, etc. Donc la comparaison. Ce qui nous intéresse le plus, c'est que ici, la capacité de glycolytique elle est faible, la capacité oxydative elle est élevée, la vitesse de contraction elle est lente, la résistance à la fatigue il résiste plus, la force musculaire elle est faible. Par contre, la fibre 2, le contraire, la densité de fibres par rapport à la motricité elle est élevée, myosine ATPase elle est élevée, capacité glycolytique, etc. Donc, si je compare les deux, je peux trouver que le type 1 il est bien oxygéné, il est riche en mitochondries, donc il utilise la voie aérobie.
respiration cellulaire pour les efforts de longue durée et qui sont moins intenses. Par contre, le type 2, que vous voyez ici, il utilise surtout la voie anaérobie pour la production d'ATP, c'est-à-dire en absence d'oxygène, pour les efforts de courte durée et qui sont plus intenses. Ici, la figure 2, on va essayer de faire la comparaison de la quantité, le pourcentage, les proportions des fibres musculaires qui sont utilisées dans des efforts musculaires. Par exemple, l'effort de longue durée de faible puissance, regardez qu'il y a une grande quantité de fibres type 1 par rapport à type 2. Si l'effort est bref et de forte intensité, c'est le contraire, c'est-à-dire que les fibres de type 2 qui sont utilisées, par quoi? Parce qu'ils entament la voie anaérobie pour produire de l'énergie. Donc ici, comme conclusion, les sportifs qui pratiquent les efforts moins intenses de longue durée, ils ont dans leurs muscles des fibres de type 1, sachant que ces types ils sont adaptés à la voie anaérobie, la respiration cellulaire pour produire de l'énergie. Par contre, les sportifs qui pratiquent des efforts plus intenses de courte durée, donc ils vont entamer d'autres voies de régénération d'ATP, c'est-à-dire que leurs muscles sont riches en fibres de type 2 qui sont adaptés à la voie anaérobie pour la production d'ATP. Donc je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.